Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la crise des pétromonarchies qui a étonné tout le monde. Et en fait, elle est assez logique. Bon, pour rappeler en deux mots, le Royaume saoudite, le Bahreïn, les Émirats et l'Égypte ont suspendu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Les trois pays, excepté l'Égypte, font partie du Conseil de coopération du Golfe, mais pas l'Égypte, évidemment. Et ils ont fermé également l'espace aérien au Qatar, rappelant que c'est un peu dur pour le Qatar parce que les seules frontières terrestres qu'il ait, c'est avec l'Arabie saoudite. Donc, il n'a plus de moyens de communiquer avec le monde que par mer ou par air, mais là aussi, ça devient compliqué. Alors, je vais moi vous parler des dessous de cette crise, dont on ne parle pas justement. Et je n'irai pas par quatre chemins. Je vais vous donner tout de suite mon explication et qu'est-ce que ça cache en fait, cette crise. C'est tout simple. Pour moi, après avoir lancé le concept du chaos créateur avec les néoconservateurs américains, ils ont mis ça en application, ils ont déjà détruit pas mal de pays arabes, et vient aujourd'hui le tour non seulement des pétromonarchies du Golfe, si riches, mais peut-être également de l'Iran. Parce que pour les Américains et les Israéliens, l'Iran représente un danger. Mais évidemment, ils ne sont pas d'accord pour aller s'attaquer à l'Iran pour X raisons. C'est un peu difficile. Pourquoi ne pas monter ces pays, ces pétromonarchies contre l'Iran et les aider en fait à entrer en guerre, à allumer le Golfe pour X raisons. Une des raisons, c'est que les pays que j'ai cités sont des souverainetés financières et bancaires énormes. Ça va de leur potentiel économique ou leur liquidité, c'est de l'ordre de 850 milliards. Le plus bas, c'est au moins 400 milliards, la moitié. Et ces pays-là, évidemment, tous aident le terrorisme, sans exception. Que ce soit le Qatar, que ce soit le Bahreïn, que ce soit les Émirats, que ce soit le Royaume saoudite, chacun a son groupe terroriste. Donc on ne peut pas dire que l'accusation de ces pays contre le Qatar soit valable, que c'est le Qatar qui vraiment est le seul pays qui aide le terrorisme. Mais pourquoi je donne cette interprétation? Il me semble que en créant cette crise artificielle, en fait, c'est peut-être pour pousser le Qatar à avoir plus de relations avec Téhéran. Et à ce moment-là, s'il y a une guerre, ça va être comme le scénario Irak-Iran. Ils vont aider les deux parties à se détruire. Parce que en disant que le Qatar se rapproche de l'Iran et qu'il y a déjà une garde de la révolution iranienne qui se trouve au Qatar, c'est pousser, c'est ouvrir une porte, n'est-ce pas, à l'Iran d'intervenir même militairement. Si le Qatar, si les États-Unis, par exemple, disent que leur base militaire au Qatar, elle va être retirée, ils n'ont pas dit ça. Mais à un moment donné, il y a eu un doute qui planait, non seulement sur la base, mais également sur les 72 F-15 qui devaient être livrés au Qatar. C'est-à-dire, ce n'est pas en contradiction. Le jeu des Américains et des services secrets américains est toujours double. Suite aux différents sommets, réunions qu'a tenus Trump dans la région, il préparait en fait cela.
Et si vraiment, par un coup de tête, on arrive à avoir une aide militaire iranienne au Qatar, ça y est, le jeu est bouclé. Il suffit après de continuer cette crise et de passer à la guerre. Je ne le pense pas pour le moment. Bon, ça va se calmer. Mais c'est un des scénarios possibles. Mais maintenant, pour mieux comprendre, essayons de voir le Royaume saoudite, pourquoi il se met en avant dans cette crise. Parce que c'est quand même le pays le plus important démographiquement et financièrement parmi les pétromonarchies et qui est à la tête de cette crise. Voilà, c'est le premier point. Je vous ai donné les clés de l'interprétation, c'est-à-dire que, à mon avis, on va provoquer une crise entre l'Iran et les pétromonarchies, tôt ou tard. Et ça peut tourner en conflit armé. Alors, dans le monde, il y a deux pays dont la confession officielle, même si ce n'est pas intitulé comme ça, qui est le wahhabisme. C'est le Royaume saoudite et le Qatar. Alors évidemment, le Royaume saoudite a quelques millions, donc 6-7 millions. Le Qatar a à peu près 200 000, pas plus. Mais les deux se réclament du wahhabisme. Alors le wahhabisme est un mouvement pur et dur qui est né au XVIIIe siècle et qui s'est illustré par la destruction des mausolées. C'est-à-dire qu'il faut un peu revenir à l'essentiel de la religion et s'opposer à toute dévotion populaire. Alors, il y a eu des destructions, même la maison du prophète de l'islam a été balayée à la Mecque, avec, par exemple, dans leur dogme, les cimetières doivent être vraiment sans mausolée, d'une manière très simple, voilà. Et le Qatar, évidemment, se réclame du wahhabisme. Alors, il est clair que les Saoudiens, avec le wahhabisme, ont été terroristes dès la naissance de leur royaume, en chassant les Hachémites de la Mecque, d'une part, et d'autre part, ils ont aidé le terrorisme international, islamique, c'est-à-dire une grande partie des revenus du pétrole saoudien ont servi à donner au wahhabisme une expansion un peu partout dans le monde et surtout en Afrique, par la création de bourses où on formait des imams et suite à cela, on vous livrait des mosquées en Afrique, imams en main. Et c'est là où on a connu Boko Haram, tous ces mouvements. Mais en même temps, à un moment donné, les Saoudiens ont aidé également les frères musulmans. Alors les frères musulmans, c'est un autre mouvement qui est né au XXe siècle, vers 1928, par le nommé Hassan el-Banna, qui est en fait le grand-père de Tariq Ramadan, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, les frères musulmans cherchent absolument à installer le califat. Et leur idéologie est fondée sur le djihad, la guerre sainte. Il faut islamiser le monde, c'est un devoir, et former des armées secrètes. Ceux qui aujourd'hui vont plus défendre les frères musulmans, c'est le Qatar plus que le Royaume saoudite. Et en fait, il y a une inimitié, une opposition entre ces deux pays-là, entre le Royaume saoudite et le Qatar, bien qu'ils soient tous les deux wahhabites. Donc, il y a une sorte d'option dans le choix du terrorisme. Les Qataris ont décidé d'aider les frères musulmans. Et les frères musulmans sont pratiquement présents partout dans le monde. Mais que ce soit les uns ou les autres, vous ajoutez à cela évidemment le Bahreïn et les Émirats, qui eux ne sont pas wahhabites, vont aider
ce terrorisme international en poussant le wahhabisme d'une part à connaître une expansion extraordinaire par des ouvrages, par des dons, par exemple, moi quand j'étais à l'école polytechnique prof de civilisation arabe, on a eu tout un don où on avait toutes les conférences, tous les colloques des wahhabites dans le monde. On a reçu ça en cadeau parce que l'école polytechnique commençait à enseigner l'arabe, pour vous donner une idée. Alors, ça pose des problèmes parce que ce conflit fratricide entre la famille Saoud et la famille Al-Thani va se traduire dans les faits par un soutien distinctif, respectif de certains groupes. Vous voyez ? Vous prenez la guerre de Syrie, le royaume saoudite va aider certains, le Qatar va aider d'autres. Et les pays qui interviennent en Syrie vont jouer double jeu, comme la Turquie par exemple, qui recevait de l'aide et du royaume saoudite et du Qatar pour détruire la Syrie. Donc, cette opposition entre les deux pays va se traduire sur le terrain par les différents groupes islamistes. Et là, c'est une crise majeure. Et ça devient vraiment ridicule quand on entend que le royaume saoudite accuse avec les États-Unis le Qatar d'aider le terrorisme, alors qu'eux aussi ont aidé le terrorisme. Et ce qui est plus ridicule, c'est qu'il y a les Américains qui, de derrière, font en fait le jeu des ombres chinoises, c'est-à-dire ils manipulent les uns et les autres, tantôt donnant raison à l'un, tantôt à l'autre. C'est une nouvelle politique néocoloniale divisée pour régner. Maintenant, essayons de comprendre après le Qatar et qu'est-ce qu'on lui reproche et qu'est-ce qu'il a fait au juste. Revenons à l'Arabie saoudite et à la politique américaine vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Vous savez très bien que, après la tournée de Trump et ses différentes réunions, il recueille à peu près, disons, 500 milliards de dollars pour différents projets. Déjà, il a touché 110 milliards, les autres, c'est échelonné sur 10 ans. Et en fait, le royaume saoudite va vers une faillite totale, malgré, n'est-ce pas, la liquidité, les réserves monétaires, le potentiel pétrolier, tout cela. Le royaume saoudite a des problèmes financiers, commence à avoir sérieusement des problèmes financiers, ça vous l'avez entendu, ils ont augmenté le prix même du pétrole au sein du royaume. Alors, avec la guerre du Yémen également, le royaume saoudite a beaucoup perdu d'argent. Même s'il y a une coalition pan-arabe pour détruire le Yémen, aussi, ça entre dans le plan américain du chaos créateur, alors que franchement, le Yémen n'a pas besoin de cela. Mais c'était... pourquoi le Yémen est un cas intéressant? Parce que justement, les Yéménites du Nord sont chiites. Les Houthis sont zaïdites, ce sont des chiites. Donc, le jeu américain pour détruire cette région, c'est de monter les chiites contre les sunnites et les sunnites contre les chiites. Mais le pays le plus puissant dans le monde et qui est chiite, c'est l'Iran. Donc, les responsables et américains et saoudiens se plaisaient à dire que s'attaquer au Yémen, c'est s'attaquer en fait à l'intervention iranienne dans cette région du monde. Alors, comme ils ont essuyé un échec en Syrie, bon, un échec, bon, relatif, parce que quand même la Syrie est détruite, il y a des points positifs. Assad n'a pas été renversé, il représente la légitimité. Macron reconnaît sa légitimité, on en parlera un jour. Mais pour revenir au Yémen, donc c'était important que là où il y avait un certain nombre de chiites importants dans la population, dans le tissu social, que ce pays soit
en crise, un projet de destruction, c'est le Yémen, et on sait très bien que les Iraniens aident les Houthis à ne pas se faire massacrer par la coalition arabe. Voilà. Alors, ce point intéressant nous pousse à mieux comprendre le fonctionnement financier de cette guerre. Vous vous souvenez de Saddam Hussein? Il a conquis le Koweït suite à sa guerre contre l'Iran parce que justement il avait besoin d'argent. Or, ce qui est intéressant là, c'est que le Qatar est un pays très peu nombreux au niveau de la population, comme on l'a dit, mais qui a une réserve énorme de gaz. C'est le 4e producteur de gaz dans le monde. Et à part ça, c'est pas un pays en faillite. Et de plus en plus, il investit dans le monde entier. Il a à peu près aujourd'hui 400 milliards en liquide. À part tous les avoirs en France, en Amérique, partout dans le monde, il diversifie les placements. Alors là, permettez-moi aussi de faire une remarque. Vous savez, tous ces pays qui ont misé sur l'Occident, à diversifier le placement en Occident, pour eux c'est plus sûr, mais ce n'est pas évident du tout. Je vous dirai tout simplement où se trouve l'argent de Kadhafi jusqu'à maintenant. Il s'agit de milliards. On ne sait pas où est cet argent de Kadhafi. Il a été déposé dans des banques étrangères. Je vous rappelle aussi que jusqu'à maintenant, il y a un embargo sur l'argent iranien qui a été déposé en Occident. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, par exemple, la France mette la main sur tous les avoirs de Qataris. Tout dépend, n'est-ce pas, des dénouements de toutes ces crises qui secouent cette partie du monde. Donc, le Qatar déplaît au Royaume saoudite, c'est un pays riche, et puis tous les gens qui demandent à punir le Qatar, c'est-à-dire le Royaume saoudite, les Émirats et le Bahreïn, ont eu des problèmes avec le Qatar. Le Qatar, dès le départ, à l'époque britannique, avant 1971, a refusé de faire partie des Émirats. Il a toujours voulu être indépendant. Le Bahreïn, à travers l'histoire, a gouverné le Qatar. Le roi du Bahreïn dominait aussi le Qatar. Donc, le Bahreïn voit d'un mauvais œil qu'on lui ait créé cet État indépendant sur lequel il régnait à un moment donné de l'histoire. Le Royaume saoudite également, on s'est dit, mais s'ils sont wahhabites, nous sommes le cœur du wahhabisme. Pourquoi créer un petit État wahhabite à côté de nous pour rivaliser avec nous? Donc, ces trois pays, mis à part les problèmes du Yémen, ont eu des problèmes avec la création du Qatar. Donc là, ce qui est important, c'est comment essayer de saigner le Qatar à blanc, de créer un problème et peut-être d'annexer le Qatar ou de le faire disparaître. Mais pour cela, on va essayer de comprendre autre chose, c'est-à-dire le rôle que ce petit pays a joué avec la création de la chaîne Al Jazeera. Alors, ce qui déplaît beaucoup et dérange beaucoup les voisins, les frères ennemis du Qatar, si je puis dire, c'est que depuis 1971 jusqu'à maintenant, le Qatar a fait une révolution médiatique, il y a de ça une vingtaine d'années, avec la création d'Al Jazeera. Alors, il faut être objectif. Al Jazeera, au début, a été une chaîne prometteuse. Elle avait un public énorme. C'était vraiment la chaîne de la libre expression. Ça, on ne peut pas le nier. Elle a créé des émissions phares et elle a joué un rôle effectif dans une prise de conscience chez les peuples arabes, d'autant plus que, si vous voulez, les chaînes officielles du monde arabe étaient très faibles, n'avaient pas connu la révolution médiatique de l'expression libre. Alors, ils avaient pris comme président directeur général un Palestinien, justement, qui, comme je vous ai dit au début,
a fait de l'excellent boulot, si je puis dire, hein, un très bon travail vraiment, avec des émissions phares comme celle de Le Sens Contraire de Faisal El-Qassem, qui est un homme très écouté dans le monde arabe. C'est un homme de confession druze de Syrie qui avait travaillé à la BBC. La majorité des cadres d'Al Jazeera venaient de la BBC. Il y avait d'autres émissions phares de dialogue avec M. Haddad, également de la BBC, qui, lui, était jordanien. Et ils ont vraiment donné un nouveau ton à ce média qui a émerveillé le monde arabe. Puis avec des moyens énormes. Ils ont des correspondants partout. Ils invitaient au départ des intellos très contestataires sur le féminisme. Vraiment, cette chaîne, au départ, a marqué des points énormes et puis a marqué le paysage médiatique du Golfe à l'océan. Ça, personne ne peut le contester. Mais il y avait avec ça une pilule qu'on voulait faire passer petit à petit, parce que n'oublions pas, les frères musulmans sont très présents en Palestine, et rien que pour contrer le royaume saoudite, qui est wahhabite, les Qataris, wahhabites également, ont fait une option, ils ont opté pour les frères musulmans, pour s'opposer. C'est systématique. Dès que le royaume saoudite prend une décision, le Qatar la contredit, et vice-versa. Alors, ils ont joué cette carte, et ils ont fait beaucoup de mal en invitant le cheikh Qaradawi, qui était un frère musulman réfugié d'Égypte, qui a refusé d'être le grand guide des frères musulmans en Égypte. Et alors, il avait une tribune libre où il avait des discours qui ont soulevé une tempête de contestation dans le monde arabe parmi les ulémas du Maroc, de l'Algérie, de la Syrie. Mais la chaîne continuait à intoxiquer le public avec ce cheikh et ses idées, à tel point qu'on disait c'est pas le moufti des frères musulmans, c'est le moufti de Satan, parce qu'en arabe ça rime un peu, si vous voulez, shaitan et l'ikhwan. Et il est vrai que sa position pour certaines choses est insoutenable. Par exemple, une fois, il a appelé vraiment à la haine raciale en disant que les Alaouites de Syrie n'étaient pas musulmans. Bon, admettons qu'ils ne soient pas musulmans, mais je ne vois pas, même s'ils ne sont pas musulmans, hein, selon lui, hein, c'est très discutable, pourquoi ils n'auraient pas le droit de vivre. C'est leur pays, la Syrie, avec les autres composantes syriennes. Vous voyez, le discours était fanatique, poussait les gens au fanatisme, et puis c'est devenu un peu comme la seule autorité dans l'islam, et en même temps, évidemment, avec cette idéologie de frères musulmans, il y avait l'argent de l'État qui aidait les mouvements. Par exemple, la dernière aide qui est très contestable, c'est que le Qatar a aidé le parti Nahda, intégriste et fondamentaliste en Tunisie, pour faire le printemps arabe. Également, ils sont intervenus en Syrie en aidant, que ce soit Al-Nusra ou Daesh, vous voyez, parfois les cartes s'entremêlent, et tout ça avec une bénédiction américaine. On voit là l'hypocrisie américaine. C'est qu'ils disent faire la guerre au terrorisme. En fait, tout le monde sait qu'ils ont béni les aides saoudiennes et qataries pour toutes les composantes musulmanes, non seulement en Syrie, mais dans le monde. Donc, le Qatar s'est attiré les foudres de tout le monde arabe à cause de liberté de ton. Alors, on a essayé de contrer Al Jazeera, on a créé d'autres chaînes. Par exemple, l'Arabie saoudite a créé Al Arabiya. Mais vraiment, Al Arabiya ne peut pas faire face à Al Jazeera, soyons honnêtes. D'ailleurs, toutes ces chaînes, je vous dis, maintenant, c'est les chaînes de la décadence, parce qu'il n'y a aucune liberté d'expression. Hier, elles étaient contre l'Iran, même Al Jazeera. Aujourd'hui, Al Jazeera se rapproche de l'Iran, pour vous dire.
Et en gros, je vous dirais que toute la presse arabe, écrite ou parlée, de tous ces télés, c'est une presse bidon, hein, achetée par les capitaux. On a de multiples exemples. Il faudrait qu'un jour, je fasse des chroniques sur la presse arabe et les médias. En ce qui nous intéresse en ce moment, c'est que Al Jazeera pose vraiment de gros problèmes aux voisins avec toute la fabrication, l'enfumage, l'intoxication pour créer des problèmes à différents pays, entre autres le cas le plus éclatant, la Syrie. Alors, les pays qui ont suspendu leurs relations diplomatiques et fermé leur espace aérien au Qatar ont formulé 13 points où le Qatar doit s'incliner. Sinon, on ne sait pas ce que c'est. En fait, ces 13 points, on a parlé d'Al Jazeera. Un de ces points, c'est quoi? Il faut fermer non seulement Al Jazeera, vous voyez, c'est-à-dire interdire à la chaîne qui a fait une révolution dans les médias, avec toutes les réserves qu'on peut formuler ces derniers temps, quand justement le président directeur général, il y a quelques années, palestinien, a cédé la place à un Qatari. Il y a eu des changements. Style, je vous donne un exemple. Par exemple, on voyait que ça devenait un peu une chaîne islamique. On a mis dehors des journalistes intelligentes, femmes, tout simplement pour leur aspect vestimentaire. Hein? Il y a eu même une ségrégation peut-être confessionnelle dans le choix des journalistes. Mais bref, donc dans les 13 points de ce diktat qu'on veut imposer aux Qataris, on leur demande non seulement de fermer Al Jazeera, mais de fermer toutes les organisations, les organes de presse liés à Al Jazeera, parce qu'il y a plusieurs chaînes. Al Jazeera existe en anglais, on parle même de créer une Jazeera en français à un moment donné. Maintenant, le projet est en veille, on n'en parle plus. Il y a des chaînes destinées aux enfants arabes, à la jeunesse, et tout ça dérange beaucoup, évidemment, puisqu'il y a des pointes contre le royaume saoudite et les frères ennemis. Alors, vous voyez que c'est en fait une déclaration de guerre, ces 13 points. D'ailleurs, comment on a su? C'est le Qatar lui-même qui a fait fuiter cette liste qui lui est proposée. Alors, en fait, le temps est très menaçant. C'est pour cela que le Qatar a demandé d'activer l'accord avec la Turquie pour envoyer quelques 4 à 5 000 soldats turcs. Ils ne sont pas encore arrivés. Mais je reviendrai à cet aspect de ce conflit militaire ou belliqueux qui se prépare dans la région. Alors, donc, autre chose, il faut renvoyer, tous les frères musulmans demandés par l'Égypte et les autres pays, et il faut arrêter de financer, il faut interdire les frères musulmans. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que ces frères musulmans, il y a des députés au Qatar qui sont frères musulmans, des députés au Koweït, il y a des députés au Bahreïn, aux Émirats. L'Arabie saoudite aide également les frères musulmans. Alors pourquoi, on se demande, c'est juste le Qatar qui défend les frères musulmans et pas les autres? C'est paradoxal. Mais c'est un peu diaboliser le Qatar et lui faire porter le chapeau. Et là, on voit l'hypocrisie américaine qui joue toutes les cartes, qui mange à tous les râteliers. Pour eux, c'est du petit lait. À voir que on accuse le Qatar de frères musulmans, pas les autres pays. Le Qatar est le seul pays qui soutient le terrorisme, alors qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes ont soutenu le terrorisme selon les déclarations de Kennedy, de généraux de l'armée, de Clinton. Vous voyez, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on se prend vraiment... On prend les Arabes pour des veaux. Un euphémisme, on aurait pu dire autre chose. Mais également le monde entier. C'est un peu...
Et là où on voit l'aspect commercial qui gère le chaos créateur de Trump, c'est qu'il aborde ça comme un businessman. Il veut de l'argent. Ils ont exigé du Qatar de l'argent. Ils veulent le trésor public Alors pour eux, ce serait génial si le Qatar est rattaché aux Émirats, comme ça, ou que le royaume saoudite reprenne, ou que le Bahreïn, au nom de, n'est-ce pas, que le roi du Bahreïn a été à un moment donné le roi également du Qatar, à travers l'histoire. Donc, quand vous prenez cette liste, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est impossible. Alors on dira, oui, on a placé la barre trop pour obtenir moins. Non, je crois qu'ils ont fait en telle sorte qu'il n'y a pas d'issue. Le Qatar ne peut en aucune manière accepter quoi que ce soit dans cette liste. Hein? Donc, ils ne veulent pas de solution au problème. Hein? Et là, sans doute, ils ont le feu vert des Américains, bien que les Américains, dans l'apparence, disent on appelle à la... Mais toute cette crise crée un appel d'air. Un appel d'air pour qui? Pour tout le monde. Au niveau économique, Téhéran envoie 10 tonnes, quelques milliers de tonnes de nourriture par jour. Ils ont ouvert l'espace aérien. Il y a cet appel d'air. Même les Français ont fait des manœuvres militaires navales avec le Qatar. Le gouvernement de Macron est prêt à venir en aide économique au Qatar. Vous voyez, ça fait un appel où tout le monde peut intervenir à cause de cette crise. Et c'est là où je rejoins ce que j'ai dit au début. C'est que cet appel d'air, en fait, n'invite pas seulement les Occidentaux, mais le grand voisin iranien. Parce que dans la liste, on demande que les gardiens de la révolution iranienne qui se trouvent au Qatar quittent le pays. C'est qu'on sait qu'il y a une présence militaire iranienne au Qatar. Alors, est-ce que ce ne serait pas un piège pour pousser l'Iran à entrer au Qatar d'une manière légale? Le Qatar peut appeler qui il veut. Ça me paraît lointain puisqu'il y a une base américaine. Mais vous savez, on ne voit pas vraiment une issue à ce conflit. On va peut-être passer au mot de la fin. Le mot de la fin est très simple. Même si l'Iran n'intervient pas auprès du Qatar, même si ces pays arabes aidés par les États-Unis, par des usines d'armement qui vont être construites en Arabie Saoudite, ils peuvent s'entretuer entre eux, à part l'Iran, si vous voulez. L'Iran peut intervenir dans ces conflits, mais il n'y a pas de guerre déclarée entre les pétromonarchies et l'Iran. Mais ça peut être une guerre déclarée entre eux, petit à petit. Parce que dans ce conseil de coopération, qui était un espoir pour les pays du Golfe, on voit que ça ne tient pas. On voit que ça ne tient pas et il est fort possible qu'une des issues, c'est que le Qatar dise non, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça peut être un piège pour ces pays. S'ils entrent vraiment en guerre d'une manière illégale contre le Qatar, ils vont connaître le sort qu'a connu l'Irak. Ils se mettent dans une situation impossible, comme Saddam vis-à-vis du Koweït. Et on est à s'interroger si les États-Unis n'ont pas pensé à ce scénario. Vous savez, il me semble que les Américains ont plusieurs scénarios, mais tout est bénef pour eux. Passez-moi cette expression familière. C'est-à-dire qu'ils se cassent entre eux, qu'ils s'entretuent, qu'ils se déchirent. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Yémen, les Émirats et le Koweït, à la limite même la Jordanie, si elle veut aider, tant mieux. Si tous ces pays-là, comme le Qatar est intervenu dans la guerre de Libye, il a des avions, en fait, les Américains préparent tous ces pays à être des États belliqueux. Et s'ils entrent en conflit avec
l'Iran? Ben, c'est des musulmans qui massacreront d'autres musulmans. Et le boulot, le sale boulot entre sunnites et chiites n'est pas fait par les Américains. Ils ne sont que derrière. Et les Arabes seront toujours des marionnettes.